Bonjour, bienvenue à cette conférence pour le dernier jour du Festival de géopolitique. Elle sera présentée par Pascal Orsier, qui est professeur agrégé de géographie, cartographe et enseignant au lycée Bossier à la Seine-sur-Mer. Eh bien, bienvenue Monsieur Bossier, merci d'être Orsier, excusez-moi. Merci d'être ici et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, merci d'être venu pour cette intervention. Alors, je vous précise tout de suite, je ne suis pas spécialiste en soi des États-Unis, je suis plutôt spécialisé en cartographie. Et justement, le thème du festival cette année m'a donné l'idée un petit peu de cette conférence. Alors, pour la petite histoire de quoi je suis parti, eh bien, il y a quelques années, c'était en 2011 exactement, nous avions travaillé avec Michel Fouché à la réalisation d'un atlas qui s'appelait La bataille des cartes, dans lequel on avait proposé justement de confronter les visions du monde des différentes puissances mondiales, puissances établies d'une part, puissances émergentes d'autre part. Et justement, on avait décidé de représenter quelque chose qui était assez nouveau à l'époque, qui était les voyages présidentiels. Et on avait réalisé une carte des voyages de Barack Obama à l'époque, plus une carte de ceux d'Hillary Clinton, sa secrétaire d'État aux Affaires étrangères, pour essayer, à travers la géographie de la pratique du monde des hauts représentants américains, essayer de voir si cela correspondait aux grandes orientations de la politique américaine et voir à travers évidemment la fréquence de ces visites, quels étaient les États sur lesquels s'appuyait véritablement la diplomatie américaine. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'actualiser un petit peu ce qu'on avait fait et de le généraliser à d'autres. Et en même temps, l'idée, c'est de nourrir une réflexion sur évidemment le rôle de la cartographie, ce qu'elle peut apporter à l'interprétation de phénomènes mondiaux, ce qu'elle peut apporter aussi à la compréhension des crises en cours et essayer de mesurer justement quel peut être l'impact des États-Unis, la manière dont ils représentent le monde. Alors quand je dis évidemment les États-Unis, attention, là, je me mets un petit peu dans la peau, dans la tête de ces hauts dirigeants, sans prétendre à l'exhaustivité d'une part, sans prétendre non plus me substituer à eux. C'est en tant que géographe que j'interviendrai avec vous aujourd'hui. Alors, je voudrais partir évidemment de la représentation générale du monde que peuvent avoir les représentants américains, toutes formations confondues, formation politique d'une part et formation personnelle d'autre part. On a vu hier au cours d'une intervention le rôle des think tanks dans la formation des membres de l'administration américaine et leur influence directe sur des décisions qui ont pu être prises par le passé par des responsables à travers des mémos, des notes de synthèse. Les États-Unis qui évidemment ont contribué à forger une représentation du monde au XXe siècle qui a été valide pendant toute la seconde moitié du XXe siècle et que très souvent on garde encore en tête, c'est celle du monde bipolaire. Finalement, une représentation assez simple, nous et eux, les gentils, les méchants, une vision très manichéenne du monde, qui s'appliquait assez bien au monde de la guerre froide, monde qui n'est plus, mais dans les têtes, les cartes sont restées, les représentations sont restées, les représentations mettent du temps à s'inscrire dans les têtes, elles mettent du temps aussi à en ressortir. Alors sur cette première carte, évidemment, on a une représentation du monde en projection polaire qui permettait évidemment de voir la proximité relative et la contiguïté des espaces américains d'une part, soviétiques d'autre part, à travers l'océan Arctique, longtemps perçu comme une marge, une zone hostile, inaccessible, mais avec les progrès de l'aviation et de la balistique, ça ne représentait plus l'obstacle que cela avait représenté pendant les siècles précédents, où donc des bases militaires avaient été établies, des rampes de lancement de missiles, durant toute la période de la guerre froide, des aéroports à partir desquels les avions étaient prêts à décoller, aussi bien du Groenland, d'Islande, du Nord canadien, mais aussi de Sibérie. Et évidemment, une représentation du monde qui permettait de faire disparaître en quelque sorte le reste du monde, ce tiers-monde qui était objet de rivalité entre les deux grandes puissances, pour se concentrer sur l'hémisphère nord, sur les deux grandes puissances. Donc ici, à gauche, les États-Unis et leur environnement immédiat, et à droite, évidemment, l'URSS et la Chine, parti qui s'est dissocié assez rapidement de l'URSS. Et cette représentation bipolaire, eh bien, elle reste encore dans les têtes. On en entend d'ailleurs régulièrement l'écho quand on parle d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie, ou entre l'Europe et la Russie. C'est un vocabulaire qui revient. À travers le vocabulaire, on retrouve un petit peu toutes les craintes et toutes les représentations qui prévalaient dans la guerre froide, où toute avancée des États-Unis, de la part de la Russie, avancée des États-Unis en Europe, c'est un nouveau pays qui adhère à l'OTAN, ou l'Union européenne qui s'établit. Souvent, il y a une confusion
qui se crée entre les deux. On y voit, je dirais, certaines élites russes y voient la mainmise américaine. L'UE, c'est les États-Unis, l'OTAN, c'est les États-Unis. C'est à relativiser, bien sûr. Donc on retrouve un petit peu un regain d'intérêt pour cette vision de la guerre froide, qui a aussi quelque chose de relativement rassurant, finalement. Le monde était peut-être plus simple, plus dangereux, mais plus simple à comprendre du temps de la guerre froide. Et peut-être qu'on a tendance aussi à se réfugier dans cette vision un petit peu rassurante, où finalement il y a juste eux et nous. Alors là aussi, cette vision reste, elle n'est plus d'actualité en soi, mais elle reste présente dans les représentations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en cela, il faut l'avoir en tête pour peut-être comprendre un petit peu certaines réactions d'hostilité à l'égard des États-Unis dans le contexte actuel. Ce monde qui n'est plus, quel monde s'y est substitué dans la tête et dans les représentations américaines? Une nouvelle vision qui actualise évidemment la situation géopolitique mondiale, mais qui en même temps s'appuie sur, là aussi, quelque chose d'assez rassurant. Il s'agit donc de la théorie dite des deux hémisphères. Sur la carte de gauche, vous pouvez voir donc l'hémisphère dit occidental ou atlantique, alors que normalement l'hémisphère, on a hémisphère nord, hémisphère sud. Ici, on a une représentation du monde où l'on a d'une part les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe, cet hémisphère atlantique, qui place l'océan Atlantique évidemment au cœur de la stratégie américaine, stratégie intercontinentale. Ça correspond un petit peu à ce monde occidental ou à cette terre de civilisation dite occidentale définie par Samuel Huntington dans Le choc des civilisations dans les années 90. Un monde que l'on cherche à structurer. Alors on le voit à travers donc, les différents traités de libre-échange que l'on a cherché à mettre en place, que ce soit le CETA entre l'Union européenne et le Canada, ou le TAFTA entre les États-Unis et l'Union européenne. Et puis évidemment, on est clairement sur l'ère de l'OTAN, qui comporte 29 pays maintenant, depuis l'adhésion du Monténégro en 2017. Là aussi, organisation transatlantique qui correspond bien à cette stratégie de renforcement historique des liens entre l'Europe et les États-Unis. On laisse de côté l'Amérique du Sud, ancienne chasse gardée des États-Unis depuis le 19e siècle, la doctrine Monroe, l'interventionnisme américain dans les années 20, dans les années 50, les soutiens aux dictatures sud-américaines, et depuis les années 90, on va le voir, la restauration de la démocratie qui a fait que la région est peut-être devenue moins stratégique pour les Américains. On avait encore Cuba jusqu'à il y a peu, qui était un point de fixation des hostilités avec les États-Unis, et le Venezuela de Chavez puis de Maduro. Mais d'une certaine manière, l'Amérique du Sud s'est trouvée pacifiée. Les FARC en Colombie, qui entretenaient une guérilla aussi, ont rendu les armes. Les États-Unis se sont concentrés sur la lutte contre le narcotrafic, avec plus ou moins de succès. Mais c'est devenu un champ secondaire de l'intérêt américain. Quant à l'Afrique, il en a été question ce matin encore dans une précédente conférence. L'Afrique n'a jamais été une grande terre d'influence des Américains. Elle y était historiquement limitée, elle est toujours limitée et toujours contestée sur place. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Et sur la droite, l'autre hémisphère, l'hémisphère dit asiatique, là aussi avec la prise de conscience d'une réalité, c'est la montée en puissance de la Chine, Chine comme puissance structurante de ce nouvel espace, à l'échelle non seulement de l'Eurasie, mais également du Pacifique, de l'Océanie et de l'océan Indien, en marge de cet espace eurasiatique. Une Chine qui justement a développé une stratégie d'influence à l'échelle mondiale, qui s'impose comme une puissance mondiale, qui développe pour cela une stratégie tous azimuts, stratégie militaire, stratégie économique, stratégie d'aménagement et de développement avec les nouvelles routes de la soie, et puis politique d'influence, notamment pour contrer l'influence historique de Taïwan dans le Pacifique. Il y avait de nombreux micro-États pacifiques qui reconnaissaient Taïwan et non le gouvernement de Pékin. Et depuis une dizaine d'années, on voit que les choses changent. Il suffit que la Chine promette et donne quelques bourses à des étudiants des Tuvalu ou des îles Salomon pour que d'un coup les dirigeants, comme par hasard, renoncent à Taïwan et choisissent Pékin. Donc un autre hémisphère qui est celui qui va s'opposer à la puissance américaine ou qui apparaît comme à la fois un pôle de résistance à l'influence américaine et en même temps un enjeu puisque les États-Unis cherchent à y préserver leurs avantages, leurs acquis, leurs positions. Le Pacifique est redevenu une frontière à défendre pour les États-Unis.
ça compte beaucoup dans leur mémoire collective. Il y a eu le choc de Pearl Harbor. On a vu également il y a quelques semaines les menaces menées par la Corée du Nord sur la base et l'île de Guam, également au milieu du Pacifique. Le Pacifique est redevenu une frontière à surveiller pour les États-Unis. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut avoir à l'esprit, puisqu'évidemment, selon les cas, selon la crise, selon le moment, eh bien, les États-Unis vont agir en fonction de l'une ou l'autre représentation. Dans les deux cas, ce qui est en jeu, c'est leur place dans le monde, et puis c'est la définition de l'autre, de l'ennemi. Tantôt la Russie, tantôt la Chine, sans oser le dire, tantôt Daesh, tantôt d'autres puissances régionales en quête de puissance et d'émergence, et face auxquelles eh bien, les États-Unis doivent adapter leur stratégie. Alors, je voudrais juste développer en m'appuyant sur deux exemples régionaux de la vision américaine du monde tel qu'ils aimeraient le voir, le façonner ou l'influencer. Je voudrais prendre l'exemple tout d'abord de l'Europe. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle essentiel dans la structuration du bloc occidental, qui s'est en partie émancipé de sa tutelle et qui s'est élargi à la chute du mur à l'ensemble du continent européen, et qui se trouve aujourd'hui en concurrence directe avec un pôle qui s'était un petit peu affaibli durant la décennie 90, qui était le pôle russe. Depuis le retour de la Russie sur la scène internationale, l'an 2000 à peu près, avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, eh bien la Russie qui cherche à s'imposer à nouveau comme pôle régional, c'est-à-dire pôle structurant, voix qui compte, et pôle alternatif au modèle américain, au modèle européen, que ce soit en matière d'économie ou de système politique. Alors quelle est l'Europe rêvée, l'Europe idéale selon les Américains? Alors je partirai des deux principales institutions qui couvrent le continent, l'Union européenne d'une part, l'OTAN d'autre part. Ces deux institutions qui sont perçues par la Russie très souvent comme la même chose. En tout cas, ce sont deux organisations au service d'une structuration du continent qui se ferait, je reste au conditionnel, contre la Russie, puisque donc, il n'y a pas eu de projet d'intégration de la Russie, ou en tout cas lorsqu'il y en a eu un, lorsqu'il a été proposé à la Russie de rejoindre l'OTAN, elle a décliné l'offre. Et en revanche, lorsque la Russie a proposé également une offre d'association, de créer une structure associant Russie et OTAN, là aussi, l'administration américaine a refusé. Alors quelle serait cette vision si l'on s'appuie sur l'Union européenne actuelle, à 28 membres? Eh bien, comment les États-Unis voient l'Union européenne? Eh bien, c'est un petit peu l'idée, il faudrait qu'il y ait dedans l'ensemble des États européens, au sens large, en allant jusqu'à la Turquie, jusqu'au Caucase, tous les États européens, sauf la Russie. Pourquoi cette vision? Tout simplement pour priver la Russie de sa sphère d'influence traditionnelle, d'extirper des États qui étaient les anciens satellites russes à l'orbite de Moscou, l'Ukraine, la Géorgie. Donc sur la carte ici, en nuance de bleu, vous avez l'Union actuelle et ce que devrait être l'Union européenne à terme, donc l'ensemble des États du continent européen, soit 49 États, 49 États, en excluant la Russie, en incluant la Biélorussie, l'Ukraine, le Caucase, la Turquie, les Balkans, et puis pourquoi pas la Suisse, la Norvège, l'Islande, le jour où ils se décideraient, c'est jamais. Bon. Quant à l'OTAN, on a pu constater également que depuis la chute du mur de Berlin, l'organisation transatlantique a connu une extension par étapes, 1999 déjà pour la Pologne, la République tchèque, 2004 les pays baltes, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, puis de nouvelles extensions dans les Balkans. Cette organisation progresse toujours vers l'Est, à une frontière commune avec la Russie depuis 2004. Ça s'inquiète beaucoup les Russes de voir des troupes américaines ou des armements américains dans les pays baltes. Et vous avez actuellement plusieurs États qui sont candidats ou qui cherchent à se rapprocher de l'OTAN. L'Ukraine, qui ambitionne peut-être vers l'horizon 2030, l'OTAN. La Géorgie, dans le Caucase, même si là aussi, les membres actuels de l'OTAN ne sont pas très chauds pour accueillir un pays qui a une partie de son territoire de fait occupé par des républiques sécessionnistes non reconnues. Et en même temps, l'idée d'intégrer un État qui est en mauvaise relation avec la Russie, c'est-à-dire que l'intégration de cet État provoquerait une dégradation des relations avec la Russie, là aussi, ça freine un petit peu les ardeurs de certains membres, la France et l'Allemagne en premier lieu. Est-ce qu'il faut absolument étendre l'OTAN et à ce prix-là se fâcher définitivement avec la Russie?
Là aussi, le pour et le contre se discutent. Et certes, il y a en Europe de l'Est des États qui sont particulièrement attachés à la poursuite du mouvement d'élargissement, les Polonais notamment, ou les Roumains. Donc les Polonais aimeraient que les Ukrainiens entrent, les Roumains aimeraient que les Géorgiens entrent. Quand on est en France ou en Allemagne, plus éloigné de la Russie, on voit les choses un petit peu autrement. Et justement, l'extension de l'OTAN accroît aussi les différences de perception à l'intérieur des États européens. Alors dans l'esprit américain, en tout cas c'était l'optique de l'administration Bush, Obama est resté plus modeste dans ses ambitions en Europe. Il a senti la force des dissensions, des divergences. Dans l'optique de Bush à l'époque, il fallait qu'à terme, voilà, les Européens se posent la question des frontières ultimes de leur organisation. Pour nous, Américains, c'est évident, ça doit être donc ce qu'on peut résumer sous la formule « tout sauf la Russie ». Donc une vision inclusive d'une part, mais évidemment exclusive de la Russie. Pour ce qui est du Moyen-Orient, alors une carte qui a fait beaucoup parler lorsqu'elle a été publiée, beaucoup parlé d'une part, choqué même, c'est une carte du Moyen-Orient redessinée, projet que l'on prête aux Américains. Alors c'est un découpage qui est l'œuvre d'un représentant d'un groupe néoconservateur qui a publié cette carte, qui s'appelle Ralph Peters. C'est paru en 2006, donc en plein dans le contexte des interventions américaines en Afghanistan depuis 2001, en Irak depuis 2003. L'idée, c'était de dire, voilà, les États-Unis sont engagés au Moyen-Orient. Bush avait prononcé son fameux discours sur l'idée d'un grand Moyen-Orient s'étendant du Maroc jusqu'au Pakistan, avec pour projet, ambition, de démocratiser cette région pour l'accompagner justement sur la voie du développement. Région qui concentrait l'ensemble, en tout cas une majorité des problèmes et des conflits alors connus dans le monde, un arc de crise, donc où 70% des conflits armés violents étaient concentrés, donc dans lesquels les États-Unis se voyaient un petit peu comme à la fois comme les libérateurs et à même donc, mus par une volonté de diffuser leurs valeurs, leurs idées. C'était le Expanding Democracy qui était le fer de lance comme idéologie dans les années 2004-2005 sous Bush. Avec évidemment une question que l'on peut se poser, quelle est la réalité de ce projet ? Sur quoi repose-t-il? Et puis surtout, lorsqu'on voit cette carte-là, on peut se poser la question sur justement la fiabilité, d'une part, de l'alliance américaine avec certains États qu'officiellement l'administration soutenait, et d'autre part sur est-ce que c'est vraiment réaliste? Alors les précédents partages, les précédents découpages du Moyen-Orient avaient été l'œuvre des Franco-Britanniques en 1916, les accords Sykes-Picot, qui avaient partagé l'Empire ottoman. Les États-Unis, ici, engagés dans la perspective d'une démocratisation de la région, l'idée c'est de dire, voilà, si on devait redécouper le Moyen-Orient pour en assurer la stabilité, le développement et la viabilité, sur quels critères pourrait-on se baser? Alors, la première idée, c'était punir les méchants. Donc là, on est clairement dans la vision manichéenne, les gentils et les méchants, l'axe du mal défini par George Bush, dans lequel on retrouvait l'Afghanistan des talibans, l'Irak de Saddam Hussein, et puis on avait aussi l'Iran. Voilà. Donc l'idée, c'était avant tout de punir les moutons noirs du Moyen-Orient. Le régime taliban, ça a été fait en 2001. L'Irak en 2003, simplement, la seule chose, si je puis dire, qu'ils n'avaient pas préparé, vraiment, c'était l'après, c'est-à-dire on fait un découpage, mais concrètement, une fois qu'on a renversé l'État en question, qu'on a détruit le pouvoir en place, on fait quoi? On s'appuie sur qui? On fait comment? Alors, dans un deuxième temps, c'était d'éliminer, donc je vous ai dit, dans un premier temps, éliminer les méchants. Afghanistan, c'est fait. Irak, c'est fait. Iran, ils ne sont pas allés jusque-là. Mais on a vu, au cours de la dernière décennie, les tensions récurrentes entre les États-Unis et l'Iran. Chose intéressante aussi, dans un deuxième temps, c'est l'Arabie saoudite. Là aussi, alliance ancienne avec les États-Unis, 1945, le pacte du Quincy. Mais au fil du temps, l'idéologie wahhabite sur laquelle s'appuie la monarchie saoudienne a porté préjudice aux États-Unis, puisque l'Arabie saoudite est le pays d'origine de nombreux terroristes qui ont participé aux attentats du World Trade Center en 2001. Et en même temps, son influence n'allait pas trop dans le sens des intérêts américains, et certains se posaient même à terme, aux États-Unis, dans le camp des néoconservateurs, de la pertinence de conserver d'une part une Arabie saoudite, Arabie tout court en mettant à l'écart les Saouds et le wahhabisme, et d'autre part, après tout, cette Arabie saoudite n'est-elle pas trop puissante ou potentiellement trop puissante et donc néfaste à terme
en disposant à la fois des gisements pétroliers et des lieux saints de l'islam comme vecteur de son influence. Donc la seconde idée, ça aurait été de démembrer l'Arabie saoudite, alors là aussi, pour la priver de toute influence néfaste, hein, donc garder globalement une Arabie saoudite, mais on va dire privée du contrôle des lieux saints. L'idée aurait été de créer une sorte d'État, pas théocratique, mais en tout cas d'État spécifique pour les lieux saints, accessible à tous, sans que l'Arabie saoudite ait son mot à dire sur l'attribution de quotas de pèlerins d'un pays à l'autre. Et en même temps, en la privant de ses principaux gisements pétroliers, situés sur les rivages du Golfe entre la péninsule du Qatar et la frontière koweïtienne, là aussi, donc pour priver la monarchie saoudienne des moyens de mener une politique d'influence. Ce que l'on peut voir ensuite, eh bien, c'est l'idée américaine que finalement de reprendre les principes qui avaient guidé la résolution de la Première Guerre mondiale, les principes du président Wilson, hein, depuis sa déclaration en 14 points, le principe que tout peuple aurait le droit de former un État. Hein. Partant de là, eh bien, répondons aux attentes des peuples privés d'État dans la région. Nous avons un peuple baloutche qui est actuellement divisé entre l'Iran et le Pakistan. Eh bien, pourquoi ne pas créer un Baloutchistan qui rendrait de fait ce peuple titulaire d'un État alors qu'il est en situation de minorité, souvent opprimé, dans les deux États concernés. Créer un Kurdistan, là aussi, vieille revendication, projet non abouti issu de la Première Guerre mondiale. Il y a eu un soutien avéré des Américains aux Kurdes, aussi bien en Irak qu'en Syrie, dans leur lutte, d'une part, dans le régime de Saddam Hussein, puis contre l'État islamique. Mais évidemment, un projet qui va à l'encontre d'un autre vieil allié des États-Unis, qui est la Turquie, membre de l'OTAN, et pays dans lequel les États-Unis entretiennent d'ailleurs des installations et des bases militaires. Donc on voit l'ambivalence, les États-Unis s'en prennent aux États définis comme ennemis, mais également finalement remettent en cause l'intégrité territoriale de certains de leurs grands alliés dans la région. Et pour construire quoi? Eh bien, des États sur base confessionnelle, hein, un État pour les sunnites en Irak, un État pour les chiites en Irak, en remodelant les frontières, en intégrant les minorités arabes en Iran. Et puis, pourquoi pas, eh bien, une grande Jordanie, en s'appuyant ici sur l'histoire, hein, sur des territoires qui, à un moment donné de l'histoire, ont fait partie de l'influence, de la zone d'influence des entités étatiques qui existaient en Jordanie, alors, sans remonter jusqu'à l'état des Nabatéens du royaume de Pétra au cours de l'Antiquité. Ou encore, eh bien, un grand Yémen. Alors là aussi, c'est assez surprenant quand on voit que le Yémen réunifié a été complètement éclaté et n'est plus contrôlé par un gouvernement central. On a maintenant au moins 3 gouvernements ou 4 pôles d'influence au Yémen. On peut s'interroger ici sur le choix d'agrandir un Yémen qui, de toute façon, ne fonctionne pas comme État unitaire. Alors, une carte qui a été aussi très très mal accueillie dans la région, puisqu'on y a vu non seulement la main des Américains, et donc cette carte, en quelque sorte, perçue comme une trahison des Américains à l'égard des régimes amis, alliés de la région, mais aussi perçue comme, on renouvelle un petit peu le discours ambiant dans certains pays arabes, l'œuvre d'Israël pour justement encore morceler, encore affaiblir des États arabes et musulmans. Donc évidemment, une carte qui dérange, une carte évidemment à prendre avec précaution, puisque ce n'est pas l'administration américaine elle-même qui l'a promulguée, mais peut-être un scénario parmi d'autres qui aurait pu à un moment donné être envisagé. Simplement, ça c'est la théorie. Dans la pratique, on a vu que l'intervention américaine a eu ses limites et a même échoué à établir d'une part la démocratie, d'autre part la stabilité dans la région. Donc en quelque sorte, on a vu très vite les limites à ce possible projet de redécoupage du Moyen-Orient. Alors qu'est-ce que ça nous apporte sur justement la vision du monde des États-Unis dans la région? Le Moyen-Orient, de toute façon, ils sont présents, ils jouent un rôle effectif, mais ils ne disposent pas de moyens suffisants pour le façonner tel qu'ils le voudraient. Et qui voudrait d'un Moyen-Orient comme ceci aujourd'hui? Alors, il y en a qui ont essayé. Si, ils ont réussi, brièvement. C'est Daesh. Finalement, Daesh avait réussi pendant un temps à créer un État sunnite, à cheval sur la Syrie et l'Iran, sur une base confessionnelle, un État jugé viable, c'est-à-dire en exploitant les ressources sur place, Daesh permettait de gagner de l'argent, réussissait à gagner de l'argent, à faire fonctionner ce qui pouvait être considéré comme un État à part entière. Mais là aussi, c'est quand même très ambigu de se dire que Daesh a réalisé un projet américain. C'est quand même assez... bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. On pourra éventuellement l'aborder un petit peu plus tard.
Voilà. Donc la question, c'est évidemment beaucoup de précautions à prendre avec ce type de carte. Alors, une fois qu'on s'est intéressé aux représentations, eh bien, on peut revenir peut-être à un peu plus de pragmatisme, un peu plus de réalité, de se dire, donc, le monde tel qu'il est vu par les dirigeants américains, est-ce qu'il correspond au monde tel qu'il est pratiqué par ces mêmes dirigeants américains? Avec alors, un avantage indéniable en ce qui concerne les États-Unis, c'est que c'est un État qui communique très bien. Hein, donc on connaît l'agenda de ses représentants officiels, on a des sites internet qui sont mis à jour très régulièrement. Et puis surtout, on est dans la culture de la transparence, donc on précise à chaque fois de quoi il a été question dans les entretiens bilatéraux. On explique un petit peu quels sont les centres d'intérêt du ministre, qui sont ses interlocuteurs. Et en même temps, eh bien, quand on parle des officiels américains, donc l'exécutif américain est porté par plusieurs personnes hein, en matière de relations étrangères. On a le président, on a son vice-président, Mike Pence. On avait le secrétaire d'État Rex Tillerson. Bon, il a fallu adapter. Et puis on a aussi, de manière plus informelle, on a, eh bien, pourquoi pas, Melania Trump. Notamment, on a vu que voilà, il y a eu une visite de sa part en Corée du Nord. Donc là aussi, évidemment, là, on a moins d'informations sur cette diplomatie parallèle en quelque sorte. Donc l'idée, c'était d'essayer de voir à travers les visites des présidents et des secrétaires d'État quels étaient réellement les pays sur lesquels s'appuyait cette administration américaine. Alors, en 2011, pour la bataille des cartes, nous avions réalisé cette carte, alors volontairement rendue complexe par le choix d'une représentation cartographique, d'une projection très inhabituelle. L'idée, c'était de centrer la vision du monde sur Washington. On part de Washington et on essaye de voir un petit peu comment le monde est perçu et quels sont les centres d'intérêt des représentants américains vus depuis Washington. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est que les États-Unis ont une stratégie quelle que soit la partie du monde concernée. Il n'y a pas de partie du monde qui reste à l'écart d'un projet, d'un intérêt américain. C'est le fait évidemment de la première puissance économique mondiale qui n'avait pas de concurrent immédiat, puissance militaire, puissance diplomatique, puissance économique, soft power. Et chaque partie du monde ici est concernée par un intérêt américain, que ce soit un intérêt commercial, un intérêt sécuritaire. Ça peut être une région en particulier, un autre pays. Alors, il a été question également ce matin dans une conférence d'accords de commerce qui ont été signés entre les États-Unis et certains États africains. On retrouve clairement ici un intérêt pour les États du Golfe du Niger dans le domaine pétrolier. Évidemment, là aussi, intérêt qui a décliné avec le déclin des importations de pétrole aux États-Unis et le développement des hydrocarbures alternatifs exploités sur le sol américain. Des États qui sont jugés comme pivots de l'influence américaine, la Turquie en particulier, ou encore l'AFPAC, Afghanistan-Pakistan, on était encore dans les considérations sécuritaires. Et puis évidemment, tenir compte de l'émergence de nouvelles puissances, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, mais aussi du Brésil, ou encore de l'Afrique du Sud, avec là aussi des degrés d'implication divers des États-Unis dans cette région. Alors là aussi, on aurait pu rajouter beaucoup de choses. Hein. On essayait de faire parler en quelque sorte chaque État, un petit peu comme dans une bande dessinée. Donc il faut voir un petit peu ces différents cadres, ces différents encadrés, comme un petit peu voilà, ce que représente le pays, soit en termes de risques, soit en termes d'atouts pour les États-Unis. Donc ne pas laisser, par exemple, si je prends l'exemple de l'Asie centrale, pas de duopole russo-chinois. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de veiller à ce que les États d'Asie centrale, qui étaient longtemps sous influence russe, aujourd'hui de plus en plus chinoise, eh bien, que les Américains existent. On était encore dans le cadre des opérations militaires en Afghanistan, pour lesquelles l'Asie centrale joue un rôle important pour l'acheminement du matériel, puis pour l'évacuation des troupes et du matériel. Les Américains ont utilisé une base aérienne en Asie centrale, la base de Manas, et en même temps proposé une alternative un petit peu à deux modèles politiques, russe-chinois, les deux à tendance autoritaire et avec une économie très dirigée finalement. Donc pour l'Asie centrale, l'objectif des Américains, c'est malgré tout exister, ne pas laisser la région enfermée dans cette confrontation russo-chinoise. Alors, si on s'intéresse à l'activité des diplomates de haut rang américains sous l'administration Obama, donc je vous propose deux cartes ici, celle des voyages officiels des secrétaires d'État. Hillary Clinton pour le premier mandat,
et John Kerry pour le second mandat d'Obama. Alors sachant que durant les années Obama, on a assisté à une inflation du nombre de voyages, inflation du nombre de visites officielles. Alors les États-Unis, si on regarde sur les 20 dernières années, on n'ont fait que battre des records en matière de voyages officiels. Je vais vous donner quelques chiffres. Alors, avant Obama, la secrétaire d'État de George Bush, c'était Condoleezza Rice. Condoleezza Rice avait déjà battu le record de ses prédécesseurs au cours de son mandat, s'agissant de nombre de jours de voyage à l'étranger, en nombre de kilomètres parcourus et en nombre de pays visités. Alors, pour vous donner quelques chiffres, Hillary Clinton, en 4 ans de mandat, a passé 401 jours à l'étranger. Donc sur un mandat de 4 ans, elle a passé plus d'1 an à l'étranger en voyage officiel. Ce qui est considérable, bien sûr. Elle a parcouru 1 440 000 kilomètres, sachant que la distance de la Terre à la Lune est de 366 000 kilomètres. Combien de fois Hillary Clinton a-t-elle... Réponse beaucoup, on n'a pas le temps de calculer. Elle a visité en tout 112 pays sur les 195 présents dans le monde, donc ce qui est énorme. Alors, en nuance, ici, vous avez le nombre de visites effectuées par pays. Alors, avec juste un petit bémol, n'ont pas été comptabilisées les visites dans un cadre multilatéral. Typiquement, il y a un forum régional. Ils ont souvent lieu dans les villes centres de la mondialisation, dans des lieux ouverts à ces rencontres. Je pense à Singapour, je pense à Paris, à Londres, ou encore à Berlin, ou la Suisse pour le forum de Davos. Donc n'ont été représentées ici que les visites dans un cadre bilatéral. Généralement, ça se passe dans la capitale, avec le ministre concerné, ou le président, ou les deux. Comment fonctionnent ces visites? C'est sous la forme de tournées. Alors très souvent, le format, c'est une tournée de 4 ou 5 jours, au cours desquels le secrétaire d'État va effectuer une visite dans plusieurs pays d'un même continent, autour d'une même thématique. Donc, typiquement, une tournée au Proche-Orient, ça va être une étape au Caire, une étape à Amman, une étape à Tel Aviv, éventuellement une étape à Jérusalem pour pouvoir rencontrer les Palestiniens, mais là aussi, c'est toujours assez délicat. Mais donc, ce sont toujours les mêmes pays qui sont visités. Évidemment, on ne va pas à Damas, à Beyrouth, pour d'autres raisons. Et lorsqu'on va en Afrique, là aussi, on sélectionne les pays en fonction des centres d'intérêt américains. Toujours le même principe, intérêt économique, pays pétroliers, intérêt sécuritaire, les pays où opèrent les forces spéciales américaines, ou les pays dans lesquels ils entretiennent une base militaire. Donc on retrouve finalement, à travers la comparaison de ces deux cartes, une certaine stabilité durant le mandat de Barack Obama, où, grosso modo, le secrétaire d'État se concentre évidemment sur les grands pays, les lieux de décision importants au niveau international. On retrouve évidemment les États européens, l'Europe de l'Ouest, les grands alliés. On retrouve aussi la Russie et la Chine, puissances avec lesquelles les États-Unis doivent composer, donc il faut se rencontrer un petit peu plus souvent. Et puis, on retrouve alors, le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Inde, là aussi, pays sur lesquels s'appuie l'influence américaine dans chacune des régions correspondantes. Finalement, quand on doit se rendre en Amérique latine, est-il besoin de visiter 6 pays ou bien est-ce que cela ne suffit pas de visiter un seul pays? Alors, Hillary Clinton a battu le record de Condoleezza Rice, je vous l'ai dit. John Kerry a encore battu le record d'Hillary Clinton, puisque lui, il a passé 596 jours à l'étranger. Donc si vous voulez rencontrer John Kerry, il va falloir le courir après, puisque donc il cumule les miles avec une ardeur, en tout cas il l'a fait. Il a battu les records sur ce point de vue. Et c'est révélateur aussi de l'activité, de l'implication des Américains dans ces réunions. Alors évidemment, on a des réunions de différentes importances. Oui, alors je n'ai pas indiqué sur ces cartes parce que les Américains ont fait, en tout cas John Kerry, a fait un nombre d'arrêts très important en Irlande. Oui, en fait, c'était juste pour refaire le plein de carburant. Bon. Stratégie. Voilà. Donc, ça, évidemment, on ne l'a pas représenté, puisqu'il n'y avait pas, tant qu'il n'y avait pas de rencontre officielle, on considérait que c'était juste une escale technique, évidemment, par rapport à ça. Cette stratégie de visite officielle est aussi liée au fait que les États-Unis sont finalement éloignés des principaux champs d'intervention de leurs armées, et que donc il y a quand même l'Atlantique à traverser. Donc quand on part pour une visite, on ne va pas partir pour une visite de 24 heures, on va essayer de rentabiliser en quelque sorte le voyage en rencontrant un maximum de responsables et en visitant un maximum de pays
pour être le plus efficace possible. Donc en cela, le format des visites officielles américaines est assez intéressant. Ça se passe de la même manière un petit peu en France lorsque le président se rend en Afrique ou en Asie. Souvent, il visite plusieurs pays pour rencontrer un maximum de responsables. Alors, l'arrivée de Donald Trump remet-elle en cause les bases de cette stratégie d'influence américaine et les fondements des grands voyages américains? Alors, avant que Trump soit élu, il avait déjà derrière lui un certain nombre de casseroles, si on veut, ou en tout cas, il avait déjà pas mal sévi en matière de représentation du monde. Et je voulais partir un petit peu de cette caricature qui était parue en 2015 sur le monde vu par Donald Trump, type de document qu'on a vu apparaître depuis le milieu des années 80. Voilà, le monde selon Reagan, le monde selon Bush, le monde selon Clinton, selon Obama, etc. Alors, qui joue à la fois sur des faits avérés, des déclarations ou des considérations réelles, et puis, bien sûr, le côté un petit peu satirique, humoristique, l'idée étant évidemment de montrer soit l'inculture notoire du président, soit sa vision très partielle et très partiale du monde et de son fonctionnement. Il y a quelque chose de récurrent, c'est qu'on aime bien se moquer des connaissances ou du manque de connaissances des Américains en général et de son président en plus, quand ça s'y prête. Donc on a toujours, Bam 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 Baran, bon, au lieu de... pour l'Iran. Là aussi, une rengaine qui avait été fredonnée il y a quelques années par un haut représentant américain. Les Iraniens avaient moyennement apprécié cet humour-là. Et donc, question qu'on peut se poser, le monde tel qu'il est présenté ici, qu'est-ce qu'il y a quand même à retenir d'intéressant? Alors, on voit que l'Afrique occupe une place très, très réduite. Voilà. L'Amérique latine aussi. Alors, on voyait sur les cartes précédentes que ces deux continents restaient peu pratiqués par les hauts représentants américains. Donc là, finalement, c'est plutôt réaliste, c'est plutôt conforme. Le fait de représenter toujours la Russie en rose, en rouge, là aussi vous marque ce que je vous disais au début, la prégnance des représentations de la guerre froide, l'ennemi communiste donc en rouge, donc la Russie, on continue à la représenter en rouge ou en rose, même si, je ne sais pas si on peut trouver des influences communistes chez Poutine. Bon, je suis assez sceptique. Avec, là par contre, donc la Chine, la Chine, on l'a bien repéré, on ne peut pas la rater. Voilà un petit peu. Alors, je voulais m'appuyer, à partir de la carte précédente, reprendre un petit peu quelques parties du monde qui ont été concernées de près ou de loin par des déclarations ou des actions de Donald Trump. Dès qu'il a été élu, il a donc entrepris de détricoter certains accords qui avaient été signés et mis en place par les administrations précédentes. Donc d'emblée, c'était dans son programme, il s'est lancé là-dedans dès le début, renégocier l'ALENA. L'OTAN, il va falloir que les choses changent. L'accord de Paris, là aussi, ça bouge. Donc les décisions de Trump ont déjà affecté d'une manière ou d'une autre l'ensemble du monde. On revient évidemment sur la présence et la stratégie mondiale des États-Unis. Donc toute partie du monde entre sur la carte des États-Unis, avec plus ou moins d'importance. Que ce soit l'Afrique, que ce soit le Moyen-Orient, avec le Muslim ban, empêchant évidemment des ressortissants de certains pays musulmans de se rendre aux États-Unis. Et puis évidemment, il y a eu des déclarations là aussi très critiquées, très controversées sur les migrants, ou encore sur sa volonté de renégocier les termes de l'OTAN et faire en sorte que les Européens n'ont qu'à se défendre eux-mêmes, que les États-Unis n'ont pas à payer pour eux. Donc on part de quelques déclarations pour essayer de voir concrètement si les actes correspondent aux paroles. Alors voici une carte qui superpose les voyages de 3 représentants américains, le président Trump, son vice-président Mike Pence et son ex-secrétaire aux Affaires étrangères Rex Tillerson. Pas de grande surprise, on reste finalement sur la continuité, sur la stabilité de ce qui se faisait précédemment. On se rend principalement dans les principaux centres de décision internationaux, la Chine, la Russie. On reste focalisé sur des problématiques régionales structurelles, conflits au Proche-Orient, renouvelés bien sûr par la lutte contre Daesh, avec toujours donc les mêmes pays sur lesquels on s'appuie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie, Israël.
L'Europe, évidemment, qui revient dans le jeu en abritant un certain nombre de forums et de lieux de rencontre, que ce soit le sommet de l'OTAN, forum de Davos en Suisse, avec là toujours une problématique qui est là aussi le maintien des relations entre les alliés européens et la puissance américaine. Des facteurs qui changent, le Brexit, avec Trump qui a pris position sur cette question, et en même temps l'Allemagne qui doit redéfinir là aussi sa stratégie de défense avec le désengagement américain de l'OTAN, l'abandon de certaines bases militaires. Alors je crois qu'il y a 2 bases qui doivent fermer au Royaume-Uni, mais il y a des fortes réductions d'effectifs des troupes américaines en Europe sur des bases allemandes. Sur le principe des tournées, eh bien, j'ai essayé de vous l'illustrer ici avec des petits pointillés. Les tournées en Asie s'appuient là aussi sur des stratégies soit d'évitement, soit de consolidation. Alors, exemple d'évitement, vous voyez qu'évidemment, on ne va pas en Corée du Nord, mais par contre, on se rend dans les capitales qui sont concernées par la crise coréenne, donc Séoul, Tokyo et Pékin. Et puis, on s'appuie sur des alliés anciens, avec lesquels on s'est éventuellement on a renoué au cours des 10 ou 15 dernières années. Je pense au Vietnam, qui a eu la longue période où les relations n'étaient pas bonnes, puis les choses ont changé évidemment, à la fois avec l'évolution, l'ouverture du régime vietnamien, et puis le fait que donc, de nouvelles générations sont arrivées au pouvoir aux États-Unis, pour lesquelles le Vietnam représentait un terrain neuf en matière d'action étrangère. Et enfin, vous voyez que l'Amérique latine, alors le Rex Tillerson y est allé, je crois que c'est en janvier ou en février, donc c'est relativement récent. Donc la première année, il n'a fait aucune visite en Amérique du Sud, le Mexique mis à part, mais ça montre bien l'idée que je développais tout à l'heure, que l'Amérique du Sud, finalement, elle passait nettement au second plan. Quant à l'Afrique, là aussi, c'est tout récent. J'ai dû modifier ma carte la semaine dernière, puisque donc Rex Tillerson, avant de se faire renvoyer, donc il est rentré aux États-Unis à 4 h du matin, et Trump a tweeté à 7 h du matin qu'il le renvoyait. Donc là, au moins, voilà, on ne perd pas de temps, n'est-ce pas? Il ne s'était pas remis du décalage horaire et hop, voilà, exit. Alors là aussi, très intéressant sur l'Afrique, dans la stratégie. 5 États visités en 4 ou 5 jours, il me semble. Le Nigeria, double objectif, à la fois Nigeria, première puissance africaine, donc il tend à se substituer à l'Afrique du Sud comme puissance structurante, puissance africaine, et en même temps, pays confronté à Boko Haram, groupe islamiste contre lequel l'administration de Trump est impliquée avec des forces spéciales dans la région. Avec le Tchad, évidemment, inhabituel pour les États-Unis, le Tchad faisant traditionnellement partie de l'ère d'influence française, mais ici, montrer que les Américains tiennent à être présents sur ce territoire aussi. Djibouti, siège de la principale base militaire américaine en Afrique. Et enfin, 2 autres États considérés comme moteurs sur le continent africain, l'Éthiopie, géant démographique, plus de 80 ou 90 millions d'habitants, et abritant le siège de l'Union africaine. Donc ce qui se décide à Addis Abeba a une influence sur l'ensemble du continent africain. Donc on est là où ça se passe. Et on cherche à influencer les responsables là où ça se passe. Quant au Kenya, eh bien, là aussi, un pays d'une relative stabilité économique, dans lequel la démocratie a été fragilisée, pays de langue anglaise. Donc là aussi, on va en terrain, je ne vais pas dire en terrain conquis, mais voilà, un pays plutôt favorable aux Américains, et en même temps, dans lequel les Chinois sont de plus en plus impliqués. Donc là aussi, il s'agit d'essayer de se présenter comme une alternative à la Chine-Afrique et à l'influence africaine, l'influence chinoise en Afrique. Alors si on devait essayer de faire une synthèse sur l'importance de chaque pays dans le monde, est-ce qu'on peut établir un gradient, plus ou moins d'importance, et des motivations de ces visites ou encore de cette stratégie d'influence à travers les visites des représentants? On pourrait classer les pays, je vous ai fait alors 7 catégories. Là aussi, je ne vise pas à reprendre des choses qui ont déjà été dites, mais voilà, c'est une tentative de typologie un petit peu des États en fonction de l'intérêt qu'ils représentent pour les États-Unis et des raisons pour lesquelles les représentants américains s'y rendent. Donc vous avez ici une première catégorie en vert, qui sont donc les grands acteurs géopolitiques mondiaux. On y retrouve donc ce qu'on appelle traditionnellement dans les manuels du secondaire les membres de la triade, donc l'Europe de l'Ouest, les États d'Extrême-Orient, donc les pays qui comptent dans le commerce international, dans les grandes décisions. Ce sont les États du G7, du G8, clairement, qui sont aussi
pour certains les vieux alliés des États-Unis, plus de 50 ans, plus de 100 ans parfois, et en même temps bien des États avec lesquels, quoi qu'il arrive, il faut composer, donc il faut se rendre régulièrement sur le sol de ces États, que ce soit la Russie ou que ce soit la Chine. Une deuxième catégorie, ce sont alors des États qui restent importants, mais un petit peu moins. Ils sont en deuxième division. On a le Brésil, où visiblement les États-Unis laissent faire le Brésil en Amérique du Sud, en Amérique latine, mais quand même, il faut garder une relation avec ce géant sud-américain. L'Inde aussi, puissance alternative potentielle à la Chine, en Asie, mais aussi en Afrique. Et surtout, ce que les Américains aiment bien, c'est que c'est une démocratie, en tout cas avec une vision de la démocratie un peu spéciale avec Narendra Modi, mais démocratie quand même. Et puis toujours ces grands acteurs du Moyen-Orient, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, sur lesquels repose historiquement la stratégie américaine au Moyen-Orient. Troisième catégorie, ce sont donc d'autres alliés, mais on leur rend visite de temps en temps, histoire d'entretenir des relations, mais là aussi, voilà, c'est plus pour des raisons de protocole et de maintenir des alliances existantes sans forcément développer de nouvelles stratégies. Enfin, voilà, on a donc une quatrième catégorie qui montre aussi un intérêt, mais plus modeste, essentiellement pour des motivations économiques, matières premières essentiellement. Je pense au Kazakhstan, je pense à l'Angola pour les ressources pétrolières, ou encore l'Algérie. Algérie qui souhaitait développer son gaz de schiste, donc ici les technologies et le savoir-faire américain auraient été bienvenus. Et en revanche, il y a des pays qui sont évités, donc qui sont un petit peu les nouvelles bêtes noires de l'administration américaine. Alors certains, c'est vrai déjà depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. On a le Venezuela pour le continent américain, la Corée du Nord, encore que peut-être que cela va changer. Et puis un certain nombre d'États au régime autoritaire, dictatoriaux, que ce soit en Asie centrale, en Afrique. Donc des États qui ne sont pas très visités, pour lesquels d'ailleurs se posent, si les visites devaient être organisées, des questions essentielles de sécurité. Organiser une visite officielle en Libye, bien vous imaginez un petit peu le dispositif sécuritaire que cela nécessiterait, étant donné la situation sur place. Et enfin, des considérations strictement sécuritaires liées à l'engagement des États-Unis dans la lutte contre les groupes terroristes, donc Daesh d'une part, différents groupes djihadistes en Afrique subsaharienne, ou encore donc ce qui se passe depuis plusieurs années au Soudan du Sud, la guerre civile, alors que le pays avait été soutenu dans son indépendance par les États-Unis, ou encore la Somalie des Shebab, dans lesquels les Américains mènent depuis Djibouti des opérations ciblées contre des djihadistes, contre des terroristes avec des drones. Donc on survole les terrains d'action, on garde un œil sur ce qui se passe sans nécessairement y avoir d'autres intérêts que strictement sécuritaires. Voilà. Et enfin, la dernière catégorie que je vous ai mentionnée ici, ce sont des pays qui sont ignorés, c'est-à-dire que finalement, les États-Unis effectuent une sélection. 195 pays, ça fait quand même beaucoup. Tillerson a fait ce qu'il pouvait, mais vous imaginez 195 pays, une journée dans chaque pays, déjà il faut plus d'1 an à l'étranger, et quel peut être l'intérêt d'une journée au Swaziland ou aux îles Nauru? Bon, on peut penser qu'évidemment l'administration américaine fait des choix, comme tout le monde, dans cela. Rappelons au passage que les États-Unis conservent le plus grand dispositif diplomatique mondial, 177 ambassades bilatérales, sans compter les organisations régionales. Donc, la Chine remonte petit à petit, je crois qu'ils ont dû atteindre les 170 ambassades, mais voilà, ça reste quand même les États-Unis de loin ici. Donc, à l'issue de ce diaporama, voilà, je voulais simplement, à travers cette sélection de cartes, prolonger des réflexions qui ont été menées déjà à travers plusieurs conférences ces jours-ci, par rapport à l'activité des diplomates américains et de ses représentants, par rapport aux incertitudes qui pèsent sur le monde et sur les orientations de la politique américaine. On a vu que voilà, du jour au lendemain, Kim Jong-un peut redevenir fréquentable. En tout cas, on va voir ce que cela va donner. En toute modestie, que peuvent nous apprendre les cartes sur cette stratégie américaine? Cela va dépendre évidemment de ce que va décider Donald Trump dans les mois à venir. Est-ce qu'il va prolonger les politiques existantes? Est-ce qu'il va vouloir rompre absolument? Est-ce que sur un coup de tête, les choses vont pouvoir changer? Là aussi, on va voir ce que la mise en place de le nouveau secrétaire d'État aux Affaires étrangères va donner et ce que va décider Trump. Je vous remercie.
qu'il y a des questions? Personne? Moi, alors, pas de questions. Alors moi, j'avais une question à propos de la carte de Ralph Peters, qui a été publiée, au milieu des années 2000. Et je me demandais si... alors, j'ai l'impression que Ralph Peters était un conservateur américain, mais je me demandais si, par exemple, pour le Free Baloutchistan ou pour le Free Kurdistan, enfin pour le Kurdistan ou le Baloutchistan, ça avait été un point de revendication pour ces... voilà. Bon, alors là aussi, je pense que c'est uniquement... Alors, est-ce que les Américains auraient eu intérêt à voir se créer un Baloutchistan libre ou un Kurdistan libre? Là aussi, peut-être simplement poser la question. Le Pakistan est un État fragile, hein, et avec de nombreuses lignes de fracture, avec en plus... Bon, les services secrets pakistanais étaient infiltrés par les talibans, donc ils ont le Pakistan officiellement allié aux États-Unis en fait joué un double jeu dans la guerre en Afghanistan. Donc est-ce que c'est pas aussi un moyen de punir le Pakistan, ou est-ce qu'il s'appuie uniquement sur nos amis Baloutches? Est-ce que voilà, je pense que c'est plutôt la stratégie de punir le Pakistan et utiliser pour ça les Baloutches qui sont en guerre contre le pouvoir d'Islamabad depuis plusieurs décennies. D'accord, merci. Et j'ai aussi une question à propos de l'Italie. On a vu qu'on voyait sur la carte des visites, des voyages des secrétaires d'État, que Hillary Clinton avait fait qu'un seul déplacement, je crois, pendant son mandat, et John Kerry en avait fait 6 ou 7, je crois. Et ça s'est poursuivi avec Rex Tillerson, qui en a fait 2 ou 3. Est-ce que ça s'explique simplement par la crise migratoire? Et dans ce cas-là, quel intérêt les États-Unis ont dans cette crise migratoire? Non, je ne pense pas que c'était en lien avec la crise migratoire. Pour Hillary Clinton, en fait, je crois qu'on avait exclu les visites dans un cadre multilatéral. Donc quand il y a des réunions dans des organisations internationales type FAO, ou un sommet, je ne sais pas s'il y a eu un sommet du G8 en Italie à ce moment-là, ou sommet européen, il y a peut-être eu une visite. Après, je pense qu'il y avait aussi... L'Italie était peut-être plus évitée, puisque à l'époque c'était Berlusconi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de déclarations de Berlusconi à propos de Barack Obama, hein, on disait oui, il est très bronzé, etc. Voilà, je pense qu'il y avait aussi le paramètre Berlusconi, peut-être. D'accord, bon, très bien. Alors, est-ce qu'il n'y a toujours pas de questions? Eh bien, merci beaucoup. À gauche. Ah. Oui. Donc j'étais surprise en fait que l'Australie soit si peu représentée dans leur parcours. Oui, alors là aussi l'Australie intéresse pour ses ressources. Or aujourd'hui l'Australie fournit avant tout, traditionnellement elle avait des liens forts avec les États-Unis et l'Europe, mais là aussi elle a fait preuve de pragmatisme dans ses relations politiques, puisqu'aujourd'hui le premier continent partenaire de l'Australie, c'est l'Asie. Donc elle a tendance aussi à tourner ses centres d'intérêt vers l'Asie. Elle exporte son minerai. Les grands ports, l'Australie a créé des ports en eau profonde pour pouvoir exporter vers l'Asie son minerai, son charbon, son fer, son uranium, vers le Japon, vers la Chine, vers l'Inde. Donc là aussi, elle rééquilibre sa relation sur des bases pragmatiques, je dirais. Et les États-Unis, peut-être, ont moins besoin aussi par rapport à leur économie, à ce que peut leur apporter l'Australie. Peut-être. Merci. Tout d'abord, merci pour votre présentation, c'était vraiment intéressant. Je voudrais qu'on revienne sur la carte tout sauf la Russie. Donc vous avez indiqué que c'était l'administration Bush qui avait fait cette vision donc OTAN-UE, mais c'est assez curieux que l'administration Bush ait cette vision, puisque quand George Bush est arrivé, il a indiqué juste après les attentats donc, du 11 septembre que la Russie n'est plus l'ennemi, mais c'est bien le terrorisme. Donc il y a eu quand même une amélioration des relations internationales entre ces deux pays. Est-ce que vous pouvez un peu plus peut-être préciser sur le contexte de cette carte? Enfin, je suis assez surpris de cette vision des Américains à cette époque-là. Ou peut-être, je n'ai pas compris si vous avez des précisions concernant cette... Alors,
là aussi, Merci. je dirais qu'on a assisté au cours de la décennie 90 à une multiplication des États en Europe. Et là aussi, donc on a dit une balkanisation de l'Europe orientale, etc. Donc complexification. Les États-Unis aimeraient, pour eux ce serait plus simple si l'Europe fonctionnait plus efficacement, était plus unie. Donc pourquoi faire autant de pays ? Quel intérêt ça peut avoir pour eux? Essayons de consolider justement cette extrémité de l'Eurasie. Alors dans le même temps, il y a eu au début des années 2000 les révolutions colorées en Géorgie, en Ukraine, il y a eu en Moldavie également, il y a eu des tentatives en Biélorussie de démocratiser. On est en fait dans la vague de prolongement de la démocratisation du continent. De dire que voilà, dans la décennie 90, l'Europe de l'Est s'est démocratisée, mais que dans certains pays, le processus n'a pas abouti. On a conservé des chefs d'État autoritaires, Loukachenko en Biélorussie, on a eu Kouchma en Ukraine, on avait Shevardnadze en Géorgie. Expanding democracy, avec à terme peut-être l'idée que cette vague atteindrait la Russie et que ce serait évidemment victoire totale des Américains par rapport à l'effondrement de l'URSS, mais éventuellement que c'était perçu comme la marche inéluctable de l'histoire, que la démocratie s'impose. On est sur la théorie de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, la démocratie triomphante et donc plus de guerre puisque démocratie et libéralisme et libre-échange dans le monde. Alors après évidemment, ils ont dû mettre de l'eau dans leur vin puisque ces révolutions colorées ont marché pour la Géorgie 2003, pour l'Ukraine 2004, encore que il a fallu une deuxième révolution en 2011 ou 2012 ou 2014. Voilà. Par contre, échec en Biélorussie, Loukachenko qui se maintient au poste de président, qui se fait réélire avec des scores non, je ne vais pas dire de résultats du bac, mais de plus de 90%. Voilà. Et l'Arménie aussi, où l'élite au pouvoir conserve ses prérogatives et est soutenue par la Russie. Et il y a eu justement face à cet activisme américain, alors là aussi précaution, il y a eu des ONG américaines qui ont fait la promotion de la démocratie, je pense à Radio Free Europe ou encore l'institut dirigé par George Soros qui a mené des actions, qui a formé en tout cas des militants à l'action politique. Donc là aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est la main véritablement des États-Unis qui est derrière ces révolutions, ou est-ce qu'au contraire, ils n'ont fait que soutenir des mouvements, des aspirations locales, légitimes, en tout cas endogènes? Là, c'est plus difficile à dire. Il faudra attendre peut-être quelques décennies pour que des archives de la CIA soient déclassées pour mettre fin à des fantasmes dans ce domaine, peut-être. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Orsier, pour cette conférence. C'était passionnant. Merci à vous.